Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle on va parler de la valorisation en bourse. Est-ce que le marché est survalorisé? Est-ce que le marché est sous-valorisé? Alors bien sûr, au moment où je vous parle, les bourses sont au plus haut quasiment partout. Donc la question qu'on se pose, c'est surtout, est-ce que la bourse est survalorisée? Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question maintenant? C'est parce qu'on observe, alors vous allez me dire pour la millième fois et vous aurez raison, on observe une dichotomie entre la bourse et l'économie. La bourse pour qui tout va bien, voilà, tout roule, on est sur des plus hauts, tout le monde a de belles plus-values, les entreprises sont en pleine forme, c'est génial. Et de l'autre côté, l'économie réelle, menacée par l'inflation, par des tensions sur le marché du travail, donc des taux d'intérêt qui restent élevés, et taux d'intérêt qui restent élevés, qui menacent l'immobilier, qui est quand même une part importante du patrimoine mondial, et donc on parle potentiellement de crise immobilière, qui a toujours un lien ensuite avec la bourse, etc. Donc, pour la millième fois, on se demande, est-ce que c'est le marché boursier qui est trop optimiste, ou est-ce que le marché boursier a raison d'être optimiste parce que tout ce qu'il fait, c'est anticiper la future reprise? Alors vous le savez, si vous me regardez depuis un certain temps, moi, si je me base sur une chose pour investir, c'est les résultats des entreprises, ou en tout cas, les fondamentaux des entreprises. Et c'est tout, quasiment. Et ces résultats, il faut l'avouer, ils sont bons pour la plupart d'entre elles. Si je regarde pour le deuxième trimestre 2023, donc les résultats qui viennent d'être publiés, on a un taux de surprise positive et surprise négative. Donc c'est des surprises par rapport au consensus des analystes. Donc combien d'entreprises ont battu le consensus, combien ont déçu les analystes. On est à environ 80% de surprises positives, ce qui est dans la moyenne supérieure, on va dire bon, ce qui est historiquement plutôt bon. Donc les résultats des entreprises, ils ne déçoivent pas en fait finalement. Donc c'est aussi pour ça que la bourse se tient bien. Mais tous les 6 mois environ, j'aime bien prendre du recul pour regarder la valorisation du marché boursier dans son ensemble. Et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Et pour ça, il y a plusieurs indicateurs. On va en regarder 3. On va regarder le Shiller Ratio, qui est autrement appelé le CAPE, je vous expliquerai ce que c'est. On va regarder ensuite le Buffett Indicator, je vous expliquerai aussi ce que c'est, même si j'ai déjà fait une vidéo spéciale là-dessus. Et on va regarder enfin celui que j'utilise, le plus classique, on va regarder le PER Forward par rapport à sa moyenne historique. Et là, je suis obligé de faire une petite pause, juste pour les débutants qui regardent cette vidéo ou les autres vidéos. J'essaye d'être le plus pédagogue possible, j'essaye de ne pas employer de mots trop compliqués, etc. Pas trop d'anglicisme non plus, c'est que des fois on me fait la remarque. Mais malgré tout, parfois je suis obligé de parler de PER, de PER Forward, de Buffett Indicator, etc. Mais surtout, ne prenez pas peur. Je veux surtout pas que vous pensiez que la finance est quelque chose de complexe et surtout qu'il faut connaître tout ça pour investir en bourse, qu'il faut connaître les ratios financiers, qu'il faut connaître l'économie, etc. C'est pas du tout le cas. Alors oui, le monde financier c'est un monde complexe, mais, et ça c'est très important, on peut démarrer l'investissement en bourse sans connaissance, ou en tout cas avec très peu de connaissances, ou en tout cas un minimum de connaissances, et c'est pour ça que je propose une formation pour apprendre à investir en bourse. Alors, dont je fais jamais la pub, hein. Honnêtement, vous pouvez me reconnaître ça. Je suis pas du genre à placer la pub pour la formation dans toutes les vidéos, donc je me permets ici 1 minute de dire ça à tous les étudiants pourquoi pas dire, mais tous les débutants surtout qui nous regardent, parce que j'ai de très bons retours sur cette formation. Donc il y a un lien sous la vidéo YouTube, sinon sur le site Zone Bourse, vous allez dans le menu émission et vous avez la formation. Bref, après ce petit aparté pour les débutants qui soient pas totalement perdus, revenons à nos indicateurs de valorisation du marché. Donc le premier qui est très utilisé, que vous allez voir souvent si vous regardez des articles sur le sujet, c'est le CAPE ou bien le Shiller Ratio du nom de Robert Shiller, qui est un prix Nobel d'économie, qui l'a inventé puis qui le publie sur son site. Donc CAPE, ça veut dire Cyclically Adjusted PE Ratio, ça veut dire un PER ajusté des cycles. Alors sous un mot un petit peu compliqué, c'est très simple. La manière dont c'est calculé, c'est qu'on prend la capitalisation boursière du marché, qu'on va diviser par la moyenne du résultat net sur 10 ans. Donc en fait, c'est un ratio cours sur bénéfice classique, c'est un PER, tout simplement, sauf qu'au lieu de prendre les résultats de l'année en cours ou bien les résultats estimés pour l'année prochaine, on prend la moyenne des résultats nets sur les 10 dernières années. Et si on regarde cet indicateur, le marché est très surévalué. En fait, le marché, il est très surévalué, puisque cet indicateur est à plus de 30 aujourd'hui, alors que la moyenne historique est de 16, donc on n'est pas loin du double. Et si on regarde historiquement, ce niveau de 30, c'est le maximum atteint par le marché juste avant la crise de 1929, et ensuite ça a été réatteint et même dépassé
pendant la bulle Internet de 2000, on est monté à 45 avant que le marché s'effondre. Et depuis 2017 à peu près, on a un niveau qui tourne autour de 30, qui descend un petit peu à 28, qui remonte à 32, 33, etc. Mais donc c'est un peu bizarre ce truc-là. Il y a eu 2 énormes signaux dans le passé pour signifier des cracks. Et puis là, on tourne autour d'un niveau qui paraît très très dangereux depuis maintenant 5 ans. Alors on panique ou on panique pas? La question à se poser déjà, c'est est-ce que c'est un bon indicateur? Et la réponse, elle n'est pas évidente. Oui et non. Parce qu'en fait, le but de cet indicateur, c'est de lisser les cycles. Ce qui n'est pas une idée nouvelle. Benjamin Graham, dans son livre Security Analysis, il recommandait déjà, quand on utilise un PER, un ratio cours sur bénéfice, de ne pas utiliser uniquement le dernier résultat, mais d'utiliser une moyenne sur 5 ans, 7 ans, voire même 10 ans. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier que, historiquement, le CAPE, c'est un bon indicateur des performances futures du marché. Honnêtement, pour moi, c'est à prendre avec des pincettes. Je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est vrai que historiquement, quand on regardait où on était en termes de Shiller ratio, on arrivait à peu près à savoir si on allait plutôt avoir des bonnes ou des mauvaises performances en bourse. Alors, j'aime pas dire que le monde a changé, on sait que c'est des mots qui sont dangereux en finance, mais quand même, depuis 2010, on voit une accélération, pas une accélération en bourse, on voit une accélération autour de nous, dans la manière dont on consomme, et une accélération qui est liée au digital, mais pas que. Il y a aussi des gros changements qui se passent dans l'économie, que ce soit la transition énergétique, etc. Donc, on est quand même dans un monde qui va plus vite. On est quand même dans de l'argent qui change de main très rapidement du côté des entreprises. Et si on regarde les plus grosses entreprises du monde, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a Apple, on a Microsoft, on a Amazon, on a Tesla, on a Nvidia, Alphabet, LVMH, je ne vais pas tous vous les citer. Est-ce que vous imaginez qu'elles vont retomber à leurs résultats d'il y a 10 ans? Est-ce que leur résultat d'il y a 10 ans a de l'importance? Apple, Amazon, Tesla, d'accord? Tesla. Est-ce que prendre une moyenne sur 10 ans de résultats pour Tesla, pour la valoriser, est-ce que c'est sérieux? Sur Alphabet, sur Nvidia, mais même sur LVMH, est-ce que c'est vraiment sérieux de prendre une moyenne sur 10 ans? Et c'est là qu'on voit une des grosses limites de ce ratio, c'est que uniquement prendre ce ratio-là et dire c'est surévalué en prenant des moyennes de résultats sur 10 ans, quand on regarde les plus grosses entreprises du monde, et ce sont elles qui tirent le marché, ce sont elles qui font le marché, on s'aperçoit que c'est pas forcément logique. Ça marchait peut-être il y a des dizaines d'années quand l'économie ne changeait pas drastiquement. Peut-être qu'il y a des périodes dans le futur où l'économie ne changera pas drastiquement, où on pourra se baser là-dessus. Personnellement, j'ai des gros doutes. Voilà, cette moyenne sur 10 ans, pour moi, elle me satisfait pas. Donc, on va passer à un autre indicateur qui est aussi connu pour ceux qui aiment essayer de deviner si le marché est survalorisé ou non, c'est le Buffett Indicator. Donc, bien sûr, il a le nom de Warren Buffett. Warren Buffett a dit à un moment qu'il l'utilisait. Je crois qu'il a dit depuis qu'il l'utilisait plus, ou qu'en tout cas, c'est un ratio qui avait pas mal de soucis. Le calcul est simple. En fait, c'est prendre la capitalisation totale de la bourse qu'on divise par le PIB. Donc, le PIB, je rappelle, c'est tout ce qui est produit ou consommé, enfin ça dépend de quel côté on regarde le PIB, mais on va dire que c'est tout ce qui est produit par un pays. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on divise la bourse par l'économie, par ce que produit l'économie en une année. Donc en général, on prend un chiffre américain, mais je vous montrerai le chiffre français tout à l'heure. Alors oui, on peut voir une certaine logique. On compare le poids de la bourse par rapport à l'économie, et on peut imaginer que si la bourse gonfle trop par rapport à l'économie, elle peut être survalorisée ou inversement. Alors d'après cet indicateur, la bourse américaine est très surévaluée à nouveau. On est à 185% du PIB, alors que la tendance nous indiquerait un ratio de 120%. Alors pourquoi est-ce que je parle de tendance? Parce que je parle pas de la moyenne historique, je parle d'une tendance. Mais parce qu'en fait, ce ratio a une tendance naturelle à croître. Et en fait, c'est très logique. Imaginez-vous en 1900, d'accord, dans ce que vous consommez au quotidien. À part des sociétés pétrolières qui étaient cotées en bourse, des chemins de fer qui étaient cotés en bourse, mais en fait, il y a très peu de valeur en bourse. Donc, dans le budget d'un ménage, vos dépenses chez l'épicier, vos dépenses auprès du laitier, de l'aubergiste ou du tailleur, ce ne sont pas, c'est du PIB bien sûr, mais ça ne se retrouve pas en bourse. Donc, évidemment, le poids de la bourse sur le PIB était très très faible il y a 120 ans. Et plus le temps passe, plus les services et les produits qui sont vendus viennent de multinationales cotées en bourse. On est d'accord que dans les années 70, 80, etc., on s'est mis à faire ses courses chez Carrefour ou Walmart au lieu de l'épicier. Et puis, on s'est mis à acheter des vêtements chez H&M au lieu du tailleur, ou bien chez Dior, en fonction de votre pouvoir d'achat. Ensuite,
vous vous êtes mis, enfin vous, le monde s'est mis à acheter des produits Nestlé ou des produits Danone plutôt que des petits producteurs locaux. Même chose pour le café chez Starbucks, etc. Je pourrais continuer pendant des heures. Même les chaînes de restaurants petit à petit se sont imposées. Donc il y a quand même une tendance naturelle, et c'est ça qui est vraiment gênant avec ce Buffett ratio, il y a quand même une tendance naturelle à ce que la bourse soit un poids de plus en plus important par rapport à l'économie. Alors on va pas terminer par une économie qui est totalement en bourse, mais en tout cas, c'est là où on va. Donc pour moi, cet indicateur, il est inutilisable parce qu'on peut pas dissocier la part de survalorisation, parce que effectivement, s'il y a une survalorisation de la bourse, elle se verrait un peu dans ce ratio, et puis la part qui est due au fait que, en pourcentage, on va donner de plus en plus d'argent à Apple, à Meta, à Alphabet, à Amazon, plutôt qu'à la boulangerie du coin. Donc ça, déjà, pour moi, c'est le plus gros truc. C'est que oui, il y a une partie survalorisation ou sous-valorisation dans ce chiffre, mais on ne sait pas laquelle. Et il y a une autre raison de se méfier de cet indicateur, c'est l'aspect géographique. Et ça, on le comprend bien, par exemple, en regardant le Buffett Indicator pour la France. Pour la France, on est à 125%, et on est aussi sur des plus hauts. Mais comment est-ce qu'on peut comparer la valorisation de Total, de LVMH, je prends nos champions nationaux, donc Total, LVMH, Sanofi, Airbus, au PIB de la France. Parce que ce sont des entreprises internationales. On sait très bien que Total, il va vendre son essence dans le monde entier. LVMH, j'en parle pas. LVMH vend dans le monde entier. On sait qu'LVMH est très sensible, par exemple, à l'économie chinoise. Pareil pour Sanofi, pareil pour Airbus. Donc, on sait que ces entreprises peuvent très bien avoir une belle croissance, alors que le PIB français stagne. Donc, en regardant ce chiffre, on peut se dire, oh là là, Total, LVMH, Sanofi, Airbus sont survalorisés, parce que ils ont une croissance plus forte que le PIB de la France, mais en fait ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils vont chercher la croissance là où elle est dans le monde, et ce n'est pas forcément lié, c'est pas les Français qui achètent, pas uniquement des Français qui achètent des Airbus, du LVMH ou des produits Total. Donc voilà, je trouve que ce ratio, pour moi, il y a trop de composantes en fait. Il y a à la fois des changements structurels, il y a de la survalorisation, il y a plein de choses qui font que pour moi il est inutilisable. Alors, vous l'avez compris, de mon côté, je reste sur l'indicateur le plus classique pour essayer de voir à quel point on a des poches de surévaluation. C'est ce qu'on appelle le PE Forward, donc le PER Forward. Alors je sais qu'on me critique sur les anglicismes, donc en fait c'est le ratio cours sur bénéfice, mais en utilisant comme bénéfice les prévisions pour l'année suivante. Et là, pour moi, enfin, on compare des choses qui sont comparables. Donc, le problème avec le premier ratio, le CAPE, le Shiller Ratio, c'est que on comparait la valo de la boîte, la valorisation d'une boîte aujourd'hui, avec les résultats sur les 10 dernières années. Et comme je le disais, le monde change tellement vite que, pour moi, c'est pas comparable. Et avec le Buffett Ratio, c'est pareil. On compare la bourse avec l'économie locale en plus. Et pour moi, ça marche pas. On est vraiment en train de comparer des pommes et des poires. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer la valorisation actuelle avec les résultats prévus. Et quand on regarde ça au niveau mondial, la bourse mondiale a un ratio cours sur bénéfice de 17,5, comparé à une moyenne de 16,3. On est donc globalement dans la moyenne, ou alors on peut dire qu'on est très légèrement survalorisé. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde par région, c'est très hétérogène. Donc en fait, tous les marchés vont être sous-valorisés, donc Europe, Chine, marché émergent. Et quand je dis sous-valorisé, c'est que c'est pas une idée que je me fais, c'est que les bourses cotent en dessous de leur valeur moyenne historique. Voilà, donc c'est ce que j'appelle sous-valorisé. Et les États-Unis sont eux bien au-dessus de leur moyenne. C'est-à-dire que les États-Unis vont avoir un PER sur bénéfice estimé de l'année prochaine à 20, ou de l'année actuelle plutôt, ceux qui sont pas publiés, à 20 au lieu de 16. Ça veut pas dire qu'on aura un crack, mais ça veut dire que statistiquement, le rendement annuel des 10 prochaines années a de bonnes chances d'être autour de 3 à 4%. C'est ce que nous donne l'étude historique des PER forward. On verra où tout ça nous mène. Personnellement, ça me fait pas du tout fuir le marché américain, parce que le marché américain, c'est l'un des marchés, voire le plus gros, le marché qui a les meilleurs rendements historiques. Ils ont tellement de belles entreprises, tellement plus belles, plus dynamiques, etc. qu'en Europe. Désolé, je suis français, je suis européen, mais quand même, on peut pas comparer le dynamisme économique de ces régions. Donc moi, ça reste mon marché favori. Même si, effectivement, en fait, ce que je retiens d'un marché comme ça qui est un peu surévalué comme aux États-Unis, c'est qu'il faut faire attention, il faut sélectionner les valeurs avec soin. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est très hétérogène en termes de région, je l'ai dit, très hétérogène entre les grosses entreprises et les petites entreprises. Les petites entreprises sont beaucoup moins valorisées que les grosses. Et si je me focalise sur le S&P 500, donc l'indice américain des 500 plus grosses valeurs, les 10 plus grosses valeurs de l'indice ont un PER moyen de 29, et les 490 suivantes ont
un PER qui est à peu près autour de la moyenne historique. Donc bien sûr, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ces grosses valeurs de l'indice ont un PER de 29 parce qu'elles ont vraiment des croissances qui arrivent, qui vont être qui vont continuer sur ce qui s'est passé historiquement. Donc sur ces 10 dernières années, ces boîtes, souvent dans la tech, ont eu des magnifiques performances. Est-ce que ça va continuer ou non? À nouveau, moi, c'est pas, je vais pas utiliser ces chiffres-là pour sortir du marché ou non. Vous le savez, je reste investi dans le marché, quoi qu'il arrive. Mais ça me fait faire deux choses. Déjà, ça me fait favoriser le stock picking. Donc, j'aurais tendance, mais ça, c'est purement ma vue personnelle, hein, j'aurais tendance à diminuer un peu la part d'ETF dans mes portefeuilles pour faire plus du stock picking. Et puis, dans ma partie stock picking, donc quand je sélectionne les entreprises, je vais alléger, on va dire, certaines entreprises qui sont plutôt bien valorisées pour aller dans quelques poches. Voilà, les industriels ont un peu moins la cote en ce moment et on trouve de belles valeurs encore là-dedans. Dans la pharma, on a des valeurs qui sont beaucoup moins chères qu'il y a quelques temps. Donc, on peut trouver des poches dans lesquelles peut-être réallouer ces actions. Mais le message aussi que je voulais passer, c'est faites très attention quand on vous annonce des catastrophes, parce que c'est très difficile avec ces indicateurs, je vous l'ai montré sur les deux premiers, de comme ça juste dire c'est 30 au lieu de 16, donc le marché va être divisé par 2 dans les 5 prochaines années. On peut pas tirer de conclusion comme ça, c'est vraiment pas si simple que ça, sinon on le saurait. Donnez-moi votre avis sur la valorisation actuelle du marché. Vous trouvez ça trop cher, moyen, pas assez cher? Vous fuyez les États-Unis, au contraire vous y allez? Ça m'intéresse beaucoup. Mettez-moi ça en commentaire. En tout cas, merci encore pour votre fidélité. Merci de nous avoir fait passer la barre des 100 000 abonnés. C'est super sympa. Merci à tous ceux qui nous écoutent en podcast. Évidemment, mettez-moi un petit commentaire sympa avec une bonne note, idéalement 5 étoiles. Voilà. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission.